Alors après avoir cherché dans mes auteurs et autrices préférés, ceux et celles qui m'accompagnent depuis que je sais lire, eh bien j'ai pris un texte d'une autrice que je connais très peu finalement. Voilà, ce livre m'est tombé sous la main dans ma bibliothèque. C'est un petit livre qui s'appelle « Lire est le propre de l'homme ». Témoignages et réflexions de 50 auteurs de livres pour l'enfance et la jeunesse. C'est l'école des loisirs qui le distribuait lors d'un salon du livre il y a quelques années. Et j'ai eu la chance de l'avoir dans ma main. Et aujourd'hui, il est là, dans ma bibliothèque. Et je vais donc vous lire un texte, ce petit recueil. Un texte qui s'appelle « Calcium de l'âme » de Sophie Scherer. Septembre 1954. Le Premier ministre, Pierre Mendès France, s'adresse solennellement à la radio, la veille au soir de la rentrée des classes, à tous les écoliers du pays. Il commence par leur avouer son amour des grandes vacances. Lui aussi, à leur âge, voulait qu'elles durent toujours. Et très vite, il se pose avec eux la question « Pourquoi rentrer à l'école alors qu'on est si bien chez soi ou dehors à jouer ?» Et il répond sans ambiguïté, parce que l'école existe pour donner des forces aux enfants qu'ils sont aujourd'hui, pour les cultiver, pour leur permettre de grandir et de devenir les adultes accomplis dont leur pays et le monde auront besoin demain. Depuis ce temps, aucun homme politique n'a plus parlé ainsi à l'enfance et à la jeunesse de son pays, avec cette confiance et ce respect profond sur ce ton exemplairement républicain, libre d'esprit, égal d'humeur et fraternel. Pourquoi ? Les temps ont changé. Une clique de cyniques dangereux est arrivée au pouvoir, qui réussit à faire passer un foulard ou une kippa sur la tête, une croix ou une médaille autour du cou pour des déclarations de guerre à l'humanité. Tandis qu'elle-même étale en toute impunité les signes par milliers, extérieurs comme intérieurs, de la vraie religion de l'époque, fric, finance, marché boursier, performance, technologie, flexibilité. Tout, y compris l'école, doit à présent obéir à ce commandement, être rentable. Procurer une rente, donc. Mais au fait à qui ? Les réformes successives de l'éducation nationale donnent au grand public, embrumé par les grands médias, l'impression d'avoir échoué l'une après l'autre. Or, elles n'ont pas échoué l'une après l'autre, elles ont réussi dans leur ensemble. À quoi ? À mettre en application un programme élaboré dans les années 70 par les hommes de pouvoir, politiciens et chefs d'entreprise, membres de la commission trilatérale de l'OCDE, du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale et plus tard du G5, 7, 8, 20 partés et autres instances dirigeantes pour être compétitifs face aux puissances émergentes du XXIe siècle. L'Occident industrialisé allait avoir besoin, d'une part, d'une élite autoreproductrice constituée de 10 à 20% de la population, cultivée, matériellement aisée, affranchie à tout point de vue, et d'autre part, d'une masse constituée de 80 à 90% des restants, sous-développés intellectuellement, incultes, surendettés. Des petits consommateurs en rang par deux, drogués aux gadgets, principalement préoccupés de suivre les modes imposés, incapables de remise en question, privés d'esprit critique et de référence, bridés par la trouille de perdre leur place. Les moyens d'arriver à cette fin ne manquaient pas. Ils ont été utilisés méthodiquement. Suppression de postes, fermeture de classes, suréquipement technique au détriment de la présence, suppression de l'histoire par-ci, de la philosophie par-là, du grec ancien ailleurs, et de la poésie partout. Bref, remplacement des humanités par les inhumanités. Nous y sommes. Nous, êtres humains, avons cessé d'être des êtres de langage. Nous sommes devenus des êtres de force de vente et de pouvoir d'achat. Ce qui nous est inutile, voire nuisible, nous est présenté comme indispensable.
Ce qui nous est vital, la splendeur de la nature, la vie de l'esprit, le temps de vivre, la curiosité intellectuelle, l'amitié avec quelques grands hommes et femmes du passé, nous est présenté comme vain, trop coûteux, non rentable, irréaliste. Mendès France est resté dans quelques mémoires pour avoir été le doudingue qui ordonnait la distribution d'un verre de lait à chaque écolier à la récréation. Son discours extraordinaire de fin de vacances sur le sens de l'école, de l'apprentissage et par conséquent de la vie, suffit à montrer qu'il avait l'intention de s'occuper aussi d'une autre sorte de recalcification. Les scientifiques nous l'apprennent. C'est entre 3 et 15 ans que l'organisme humain assimile le mieux le calcium. C'est durant cette période de 12 ans qu'il se bâtit un squelette, une colonne vertébrale à toute épreuve. Ensuite, il est un peu trop tard. Eh bien, il existe un calcium de l'âme. Les enfants, au fond d'eux, en sont parfaitement conscients. Ils ont soif de paroles fortes, de lectures nourrissantes, de textes qui ne les laissent pas seuls avec leurs questions, leurs tourments, leurs désirs, leurs angoisses, d'exemples d'adultes qui leur donnent envie de grandir, d'expériences fondatrices qui les animent et les structurent au moment où ils en ont le plus besoin et où ils sont le plus aptes à les retenir par toutes leurs fibres, à en faire un miel capable de couler leur vie durant. Alors ne perdons pas une occasion de leur offrir des exemples de beauté, de justesse, de liberté, d'indépendance, de chant d'amour au monde. Les livres en sont pleins. Mais ne nous lassons pas non plus d'argumenter, d'exposer, d'expliquer partout où nous avons l'occasion de rencontrer des enfants et des adolescents que quelqu'un, quelque part, a un intérêt morbide à ce qu'ils soient incultes, incapables de penser et de parler, car on peut très bien savoir lire, écrire et compter, qui sont des moyens, si c'est en méconnaissance complète des fins. La parole et la pensée libre, à quoi bon ? Pensons à leur faire découvrir aussi une phrase décidément méconnue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 2, qui dit que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression.